Chers téléspectateurs, bonjour. Ici le studio Sensor qui analyse le flux des connaissances. À partir d'aujourd'hui, la guerre entre l'Iran et Israël est en cessez-le-feu. Le 13 juin à 4 heures du matin, Israël a lancé une attaque massive contre Téhéran et d'autres grandes villes, installations militaires et nucléaires à travers l'Iran, ce qui a déclenché la guerre lorsque l'Iran a riposté. Cette guerre nous apporte de nombreux signes avant-coureurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons examiner ce que nous devons apprendre de cette guerre. Regardons tout de suite. Commençons d'abord par les pertes de l'armée iranienne, d'accord ? Dès le début du conflit, l'armée israélienne a mené des opérations de décapitation de manière très active, sans aucune pitié, à un niveau rarement vu auparavant. Voyons maintenant les principales personnalités de l'armée iranienne qui ont été tuées jusqu'à présent, d'accord ? Commandant en chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami. Commandant en second des gardiens de la Révolution, Gholam Ali Rashid, chef d'état-major des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri. Commandant de la force Quds, Esmail Kahani. Commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution islamique, Amir Ali Hajizadeh, conseiller politique du guide suprême iranien, Ali Khamenei, Ali Shamkhani, président de l'université Azad, Mohammad Mehdi Tehranchi, physicien nucléaire, Fereidoun Abbasi Davani. En un seul jour, pratiquement tout l'état-major militaire iranien et les principales personnalités ont été éliminés. Cela nous a donné une leçon très importante. Lorsque l'état-major militaire ou la direction de l'Iran disparaît en un instant, au début de la guerre, l'armée iranienne ne faisait que repousser les attaques israéliennes. Il n'y avait personne pour diriger. C'est pourquoi l'armée israélienne a pu garder l'avantage tout au long de la guerre, grâce à ses opérations de décapitation impitoyables. De plus, l'Iran a également perdu la plupart de ses physiciens nucléaires de renom lors des frappes aériennes. Après le succès de ces opérations de décapitation menées par Israël, ce pays a pu obtenir la supériorité aérienne sur l'ensemble du territoire iranien. Même les avions de chasse qui ne sont pas des chasseurs furtifs, comme le F-15, ont pu mener des frappes aériennes dans le ciel iranien. Par la suite, l'armée israélienne a poursuivi de manière acharnée ses attaques contre le réseau de défense aérienne, et ces attaques ont continué jusqu'à la toute fin de la guerre. Cela s'est fait en détruisant les radars et les armes de défense aérienne. Cela n'a pas été réalisé par l'engagement de troupes au sol, mais uniquement par des avions de chasse, ce qui rend ce résultat encore plus impressionnant. Ensuite, ce que l'armée israélienne a fait, c'est réduire la capacité des missiles balistiques iraniens. À cause de cette guerre, la capacité balistique de l'Iran a subi de tels dégâts qu'on peut dire qu'elle est presque réduite à néant. Tout d'abord, les 2/3 des rampes de lancement de missiles balistiques ont été détruits, et 70 à 80% des missiles balistiques qu'il possédait ont également disparu. En plus de cela, Israël a presque entièrement détruit les installations de production de missiles balistiques, ce qui a affaibli la capacité même de production de ces missiles. Il faudra beaucoup de temps rien que pour restaurer cela. En réalité, l'Iran a tiré environ 200 missiles au début du conflit, mais au moment du cessez-le-feu, il n'a pu en lancer qu'une quinzaine. Le nombre a considérablement diminué. Il y a même eu des situations où, comme la supériorité aérienne appartenait à Israël, l'armée de l'air israélienne repérait et détruisait les rampes de lancement de missiles balistiques juste avant leur lancement. C'était vraiment une scène qui montrait à quel point le cours de la guerre pouvait changer radicalement selon qui détenait la supériorité aérienne. Si Israël a pu obtenir une telle supériorité aérienne, la raison décisive serait sans doute les capacités de renseignement et de sabotage du Mossad. Le Mossad israélien a joué un rôle très important dans cette guerre. C'est aussi le Mossad qui a joué un rôle clé dans l'élimination soudaine des hauts responsables militaires. Par exemple, ils ont diffusé de fausses informations sur une réunion, rassemblé les chefs militaires à un endroit précis, puis ont bombardé cet endroit pour les éliminer tous d'un coup. De plus, en partageant en temps réel la localisation des installations clés et des personnalités importantes, les opérations de repérage ont pu être menées avec succès. De plus, le Mossad a également utilisé une méthode similaire à celle que l'Ukraine a employée contre la Russie récemment, en remplissant un camion de drones et en menant des frappes aériennes à l'intérieur de l'Iran à l'aide de ces drones. En conséquence, on dit que les dégâts causés par les drones israéliens sont également assez importants. Bien sûr, certains se demandent parfois s'il est approprié de mener de telles opérations militaires en utilisant des véhicules civils. Je pense qu'Israël dirait probablement que gagner la guerre est la priorité absolue, et que respecter le droit international ne l'est pas forcément. De plus, le Mossad a continué de mener des sabotages et des opérations en Iran, paralysant partiellement certaines fonctions de la société iranienne. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient. Par exemple, ils ont mis le feu aux montagnes, fait exploser des conduites d'eau pour inonder des villes comme Téhéran, ou encore utiliser des missiles anti-chars pour assassiner des personnalités importantes. Ils ont vraiment tout tenté. On pourrait penser que c'est lâche, mais chacune de ces actions est considérée comme l'un des principaux facteurs qui ont permis à Israël de prendre l'avantage dans la guerre. Par la suite,
l'armée de l'air israélienne a continué à attaquer les principales institutions et installations en Iran, ciblant notamment le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, les infrastructures cybernétiques, le siège de la police, la chaîne de télévision nationale et d'autres installations gouvernementales majeures. Comme le système de défense aérienne a été neutralisé et que la supériorité aérienne appartenait à Israël, l'Iran n'a pu que subir les attaques. Par conséquent, les pertes de l'Iran ont été doublées. Actuellement, on estime qu'il y a environ 950 morts en Iran et le nombre de blessés dépasserait les 3500 personnes. En plus de cela, si l'on prend en compte les diverses installations et personnalités qui ont également été perdues, l'Iran a subi des dégâts considérables. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'Israël n'a subi aucun dommage. L'Iran ayant lancé des missiles balistiques de manière indiscriminée, Israël a également subi de lourds dégâts. Israël cache complètement l'état des dégâts, donc il est impossible de connaître précisément l'ampleur des pertes. On peut constater que certains bâtiments sont presque à moitié détruits. Il semble donc peu probable qu'il n'y ait aucun dégât. En particulier, de nombreux missiles balistiques sont tombés près des grandes villes comme Tel Aviv, Haïfa et Be'er Sheva, ce qui a causé d'importants dégâts. Par exemple, l'Institut Weizmann des sciences, berceau de la science fondamentale en Israël, a été complètement détruit. Mais ce que nous devons vraiment remarquer, c'est que le système de défense aérienne d'Israël a été percé. Au début, le taux d'interception d'Israël atteignait 90%. C'est un chiffre assez élevé. Mais au fil du temps, ce taux a diminué, et à la fin du cessez-le-feu, il était tombé à 65%. Bien sûr, c'est encore un chiffre élevé, mais il est nécessaire d'analyser pourquoi ils n'ont pas pu maintenir le taux de 90%. Israël possède l'un des systèmes de défense aérienne les plus puissants au monde, avec un bouclier anti-missile quadruple composé du Terminal High Altitude Area Defense Arrow, Patriot, David's Sling et Iron Dome. Mais si l'on regarde pourquoi cette défense a été percée, c'est assez choquant. La Corée du Sud doit également corriger cela rapidement. Tout d'abord, la première raison est que l'Iran a utilisé un nouveau missile appelé Fatawan dans cette guerre. Le Fatawan a perturbé le système de défense aérienne en étant équipé d'une ogive véhicule de rentrée à manœuvre d'évitement qui change de trajectoire en phase terminale. Bien sûr, ces missiles à ogive manœuvrante étaient très peu nombreux. Mais à cause de ces missiles à trajectoire variable, il est arrivé que la trajectoire change soudainement et que le système de défense aérienne soit percé. Et deuxièmement, l'Iran a été plus malin qu'on ne le pensait. L'Iran a continué de lancer des drones et d'anciens missiles balistiques pour forcer Israël à utiliser ces missiles d'interception. À cause de cela, vers la fin du cessez-le-feu, Israël manquait de missiles d'interception et a même décidé de ne défendre que les installations essentielles. Autrement dit, il fallait des installations capables de fournir continuellement des missiles d'interception, mais elles n'étaient pas suffisantes. La Corée peut aussi appliquer cette situation à elle-même. Si jamais il manque de missiles d'interception, et que plusieurs missiles balistiques tombent sur Séoul ou dans la province de Gyeonggi, cela causera des dégâts terribles. De plus, l'utilité des drones a de nouveau été prouvée. Bien sûr, Israël a intercepté la plupart des drones iraniens, mais pendant le processus d'interception, les réseaux de défense aérienne ont dû se concentrer sur ces drones, et pendant ce temps, de nombreux missiles balistiques sont arrivés et ont frappé leurs cibles. Si la Corée du Nord envoie battre des milliers de drones en même temps, la Corée du Sud pourra-t-elle vraiment tous les intercepter ? Je pense que ce serait très difficile. Il est donc devenu nécessaire d'étudier des moyens d'intercepter ces drones. Surtout quand il reste un défi majeur d'augmenter considérablement le nombre de bunkerbusters capables de neutraliser les installations stratégiques souterraines. Si Israël avait possédé des bunkerbusters ultra puissants comme le Guided Bomb Unit 57, il aurait pu frapper les installations nucléaires iraniennes dès le début de la guerre, sans l'aide des États-Unis. Bien sûr, la Corée du Sud est dans une situation meilleure qu'Israël. La Corée du Sud possède les missiles Yunmu et dispose d'un commandement stratégique de missiles avec une forte capacité d'attaque balistique, ce qui lui permet de menacer suffisamment les installations souterraines nord-coréennes. Cependant, le problème est que le Yunmu 5 est une arme extrêmement coûteuse, ce qui rend difficile d'en posséder plusieurs centaines. Par conséquent, il semble nécessaire de réduire un peu ce coût. Comme vous l'avez tous appris à l'armée, pour éliminer les principales installations ou les personnalités clés de la Corée du Nord, il est essentiel d'utiliser des bunkerbusters capables de frapper les installations souterraines. Il se peut que la quantité soit insuffisante. En cas de guerre, il me semble que mettre en place un système permettant de produire ces bunkerbusters de manière relativement rapide et économique serait aussi une tâche nécessaire pour nous. Il y aura sûrement des moments où l'on dira « ce n'est pas possible à cause de ceci, c'est difficile à cause de cela ». Mais sinon, c'est notre sécurité même qui est en danger. Alors il faut bien faire quelque chose. À l'heure actuelle, il semble clair qu'Israël en a tiré un certain bénéfice. Surtout si l'on considère uniquement la puissance militaire conventionnelle, on peut dire sans hésiter que c'est une victoire écrasante pour Israël, parce qu'ils ont littéralement anéanti le haut commandement militaire iranien, ainsi que diverses installations et sites nucléaires. Cependant,
Ce qui est regrettable pour Israël, c'est qu'ils n'ont pas réussi à détruire complètement l'uranium enrichi. Même s'ils n'ont pas totalement anéanti la capacité de développement nucléaire de l'Iran, ils ont tout de même réussi à la retarder considérablement, atteignant ainsi leur objectif principal. Par-dessus tout, cette guerre a permis au Premier ministre Netanyahou, qui était menacé de perdre le pouvoir, de prolonger son mandat. Pour Netanyahou, ce n'était donc pas un mauvais choix. Mais en comparaison, dans le cas de l'Iran, l'achèvement du développement nucléaire était imminent, mais il a été retardé, et l'état-major militaire ainsi que les installations ont été complètement détruits, ce qui a causé des pertes considérables. Mais j'ai eu le sentiment que cette guerre allait entraîner une catastrophe encore plus grande. C'est mon opinion personnelle. Cette attaque a montré à quel point la puissance conventionnelle de l'Iran est dévastée. Ainsi, il est possible que la direction iranienne accélère encore plus le développement nucléaire. Un peu comme la Corée du Nord en fait. Si l'Iran en vient à la conclusion que le développement nucléaire est le seul moyen de survie, il pourrait continuer dans cette voie, et il y a un risque de conflit avec Israël. Cette guerre n'est qu'en trêve, elle n'est pas terminée. Par conséquent, il y a de fortes chances qu'une grande guerre éclate à nouveau. Trop de personnes ont souffert à cause de cette guerre. En espérant qu'une guerre encore plus grande n'éclate pas à l'avenir, je vais conclure cette vidéo. Merci.